Aïe, 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 attends un petit peu, moi je m'installe, je suis vieux, ça va pas bien. Ah! On le sait quand on est vieux, quand on fait quand on se lève ou quand on se baisse. Hein? C'est moi, je me rends compte que quand que je collecte un truc, mettons en prise de courant, je fais comme. Ouais. Puis je fais comme. Puis quand tu te relèves, tu fais exactement le même bruit qu'une balançoire. Mais les vieilles balançoires Oui. en acier, là, oui, rouillées, oui. C'est vraiment. Fait que spin-moi ça, épisode 5. Yes, sir. Fait que, épisode 5. Sérieusement, si je tiens à dire que c'est la prise 2 de l'épisode 5, je sais pas si c'est mieux que l'autre. Assurément que oui dans les propos, mais quand même très drôle. Écoute, on y va sans plus tarder avec la présentation de l'épisode. Aujourd'hui, commandité par... Ben non, c'est pas encore fait. Monster ne commandite toujours pas. Hey Monster, écris-nous. Oui, la branche Québec. On veut vraiment pouvoir vous inviter. Encourager le local. Encourager le local, ben oui. Ben, Monster, Okay. c'est américain, ça, Monster? Sûrement. Sûrement, hein? Mais allez voter. Aujourd'hui, fin de semaine de Pâques, on est allé ressusciter notre amour de la culture québécoise. Ça veut dire qu'on est mort puis qu'on est revenu pour vous présenter l'épisode 5? Non, notre amour de la culture québécoise n'est jamais morte, donc elle n'a pas pu ressusciter. Aujourd'hui, spécial francophone Québec. On a décidé en fait d'aller piger 5 vinyles dans notre collection de musique d'ici qui chavirent notre cœur. C'est bien dit. C'est bien dit parce que c'est pas facile de se limiter à 5. Non. Parce que dans nos goûts musicaux, assurément qu'il y en a plus que ça. En vinyle, le québécois, que ce soit dans le rap, dans le populaire, dans peu importe le style, quand même pas facile toujours à trouver, ça dépend. C'est le répertoire que tu vises. Fait que moi aussi, je me suis limité dans 5 trucs, autant de la nostalgie que des récentes découvertes, des vieux amours aussi. Fait que j'essaie d'aller dans un paysage, de vous faire découvrir des choses, puis vous emmener dans à quoi ça ressemble le Québec dans la musique, parce qu'il y a beaucoup de diversité. Puis il y a de la diversité dans ce que je vous propose, mais dans celle de Cédric aussi. Oui. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans nos goûts musicaux, c'est qu'on n'écoute pas nécessairement les mêmes choses. Fait que il y a des goûts communs, il y a des goûts opposés. Vous aurez l'occasion de voir les goûts opposés dans ce podcast-là. Mais je pense que la beauté de la musique, ben, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de styles, de goûts, puis de possibilités qu'assurément que vous allez vous retrouver dans au moins un des 10 choix aujourd'hui. Effectivement. Fait que sur cette profonde réplique de Cédric, je vais enchaîner avec de la profondeur, je crois. Voici mon premier choix, qui est Les Colocs dehors novembre. Le rire de Cédric ne va vraiment pas avec le choix de l'album, qui, contrairement au premier album des Colocs en 93, qui est un album qui était beaucoup plus coloré, festif, joyeux, celui-là est beaucoup plus dans la mélancolie. Dans la nostalgie. Tu sais, Les Colocs, j'avais pas le choix d'y aller. C'est un groupe qui m'a forgé, je pense, dans ma culture québécoise musicale. Le personnage de Dédé Fortin, mais aussi l'empreinte que Les Colocs ont eue sur le Québec, sur la culture musicale. Il y a littéralement le avant et le après Les Colocs. Ben oui. Dans l'histoire de la musique québécoise, là, Les Colocs a été un pivot. Ouais. Les Colocs a amené les Cowboys fringants, Absolument. ont amené, écoute, pas mal. C'est fascinant parce que justement, pensons, premier B6, je m'en suis rappelé tout à l'heure en relisant un peu la biographie des Colocs, parce que j'aime toujours ça amener des... Oui, mais avant mon oncle Serge, est-ce que tu sais que Marc Derry a été le premier bassiste, n'est pas sur aucun album, mais a été avant mon oncle Serge le bassiste des Colocs, puis par la suite Zébulon et tout, donc c'est intéressant de voir qu'encore une fois, dans le paysage des Colocs, on a un Marc Derry, on a un mon oncle Serge, qui est sur le premier album et sur Atrostomique, mais qui n'est pas sur Dehors Novembre. Par contre, Mike est guitariste de 91 à 2000, à la mort de Dédé Fortin. Fait que je trouve ça intéressant de voir que ce membre-là a été du début à la fin. Du début à la fin, puis c'est le seul membre qui l'a été. Si on a un Pat
Di Napoli Esposito, le fameux, lui qui jouait de l'harmonica, c'est qui est décédé du sida. Fait que ça, il y a eu beaucoup de changements, puis ça, c'est riche en histoire, les colocs. Cet album-là, pourquoi? Ben, je pense qu'il y a une douce mélancolie des propos viscérales. Puis ça, on le sait avec le destin tragique de Dédé, comment que ça se termine. Fait que cet album-là a été accueilli par les fans avec un certain scepticisme aussi de wow, c'est quand même particulièrement déroutant le changement de cap que cet album-là a, mais Dédé avec la plume, l'énergie puis le charisme qu'on y connaît nous le fait aimer. C'est troublant par la suite d'aller analyser les propos. La chanson Belzébuth, pour moi, est une des chansons cultes des colocs. Puis une chanson culte du Québec, c'est une chanson que j'aime particulièrement. Mais cet album-là, on a beaucoup, en fait. Puis le point où je vais contredire un peu ce que tu dis, c'est les colocs, ça a toujours été down sur une musique festive. Même le premier album, tu sais, il parle d'amour déchu, il parle de son mal-être, de sa ville qui change, etc. Tu sais, il est empreint quand même. C'est juste que c'est tellement bien enveloppé, un peu comme Stromae. Ouais. Tu sais, dans le sens, c'est un peu la même chose. Et dans celui-là, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est la redirection des colocs, dans le sens qu'on est parti d'un folk blues-ish, etc., à Tristomique, qui est un petit peu plus énergique, un petit peu plus festoyant. Puis là, on s'en va dans la musique du monde avec les frères Diouf qui se sont joints, en fait, les frères Diouf qui se sont joints, musique beaucoup plus axée sur la musique du monde. Puis même par la suite, quand ils ont sorti... ils ont fait comme un album. Suite 21-16. Oui, c'est ça. Ouais. Qui montrait un peu justement que les colocs s'en allaient vraiment dans une direction de musique. Une reprise d'un texte de Baudelaire d'un temps aussi, ouais. Ouais, fait que vraiment, ce côté est vraiment cool. Puis moi, cet album-là, j'ai deux gros souvenirs dans ma tête. Mais surtout un, en fait, de la chanson Tassez-vous de là. Qui est... Quand tu dis un hymne, je pense que Tassez-vous de là est probablement la chanson la plus connue des colocs qui se trouve dessus. Puis l'image d'être à la piscine municipale quand j'étais kid, avec cette chanson-là qui jouait tout le temps, parce qu'elle jouait tout le temps partout, ça a été un succès incroyable. Hein? Je pense que c'est la première chanson que je me rappelle avoir entendue étant jeune garçon, mettons. Tassez-vous de là. Puis par la suite, il y en avait tellement, puis ça joue encore tellement partout. Mais Tassez-vous de là, moi aussi, je pense que c'est la chanson qui m'a amené. Tu disais que tu avais un deuxième souvenir. Tassez-vous de là, c'est le premier. Le deuxième. Puis si au moins. Ah oui. Deuxième chanson de l'album, en fait. Incroyable, celle-là. J'ai juste le petit souvenir de apprendre le texte qui va vite dans ce truc-là. Puis la première fois que avoir le challenge de faire si je les spit. Ah ouais. Fait que ça, c'est vraiment... Mais bref, album fort, j'ai trippé cet album-là. J'ai pas grand-chose de plus à dire que mais j'aime la nuance que tu as apportée de... Ça a toujours été down. Sauf que celui-là, je trouve que... le premier est encore plus enjoué. Celui-là, il y a une mélancolie supplémentaire. Je trouve qu'il est teinté par le fait qu'on sait qu'après ça, il s'est tué. C'est vrai que j'ai l'impression que ça vient teinter, puis on lui donne un sens beaucoup plus fort. C'est vrai. Mais je trouve que, au-delà de ça, il y a tout le temps eu un mal-être dans son écrit. Oui. Puis un côté très festif dans la musique. Puis c'est encore là dans celui-là. Je trouve, non, c'est si jamais t'as jamais écouté ça, va l'écouter tout de suite. Là. C'est un classique. Mais écoute tout. Écoute cela, mais écoute tout ce que les colocs ont fait. C'est Dédé Fortin est un icône tant qu'à moi. Fait que j'avais pas le choix d'y aller en commençant. C'est un très bon choix. Avec ça. J'aurais pu se retrouver d'aimer. Je t'amène avec Vulgaire Machin. Vulgaire Machin, troisième album officiellement qui s'appelle Aimer le mal. C'est l'album qui m'a... En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas l'album qui m'a introduit parce que moi, je les ai découverts surtout avec leur deuxième album qui était... j'ai un blanc sur le nom du deuxième. T'avais 24-40 puis l'autre d'après. Bref, tout ça pour dire que Aimer le mal, c'est un album qui a vraiment propulsé les Vulgaires Machins de la scène... on pourrait dire, entre parenthèses, underground punk Québec à un album qui les a rendus un petit peu plus mainstream, plus connu. Dieu se pique, qui a été le premier single de l'album, a joué énormément à Musique Plus à l'époque avec leurs vidéoclips. Et c'est un album que j'ai abusé étant ado. Pour diverses raisons, en fait, c'est un album qui était très politique. C'était dans le même temps, en fait, qu'un autre album que je vais parler, des Cowboys Fringants, éventuellement. Beaucoup plus politique, beaucoup plus incisif que les autres. Donc, il y a beaucoup moins de chansons ludiques. On est plus dans un album assez lourd. Par bout, en fait, il y a une chanson qui traite du suicide avec Mourir au bout d'une corde qui t'a donné en même temps que le suicide d'une personne, d'un ami à l'époque. Fait qu'elle a eu beaucoup d'impact, ou en fait beaucoup de résonance chez moi.
Triple meurtre et suicide raté qui parle de violence conjugale. Donc, tu sais, en quelque part, c'est un album qui est assez pesant, mais au bout du compte, super bien enrobé, une réalisation qui est super clean. Et c'est un album que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. C'est peut-être pas, en fait, s'il aurait fallu que je dise vraiment lequel album, compter les corps, qui est l'album d'après, est probablement leur album le plus fort. Je pense que c'est celui-là que j'ai le plus écouté dans ma vie, moi. Mais Aimer le mal est juste un album qui a eu un impact particulièrement fort pour moi, puis qui m'a fait vraiment triper sur Vulgaire Machin. C'est hot que tu en parles de cet album-là parce que on parle du paysage de Musique Plus. Puis c'est une époque que certains ont connu, mais c'est qui n'existe plus maintenant. Puis il y a tellement de musique francophone que j'ai découvert via Musique Plus avec les VJ. Je pense à Isabelle Desjardins, à Babu, tout ça. Solide, là. C'était tellement un rendez-vous que tu ne voulais pas manquer. Puis, tu pouvais aller sur place, c'est iconique comme endroit, avec les grandes fenêtres. C'était vraiment intéressant. Puis c'est Vulgaire Machin, je me rappelle que c'est dans les premiers groupes, je sais pas si je peux le caractériser de punk, mais c'est comme un peu punk-ish, c'est francophone. Puis je trouvais ça intéressant. Ça me faisait penser à des groupes de punk alternatifs que j'écoutais, sauf qu'avec des paroles francophones. Puis ça me fait réaliser qu'on pouvait faire de la musique alternative, mais avec des paroles françaises. Puis j'étais comme, c'est donc bien intéressant ça, parce que je m'en vais chercher quelque chose dans la musicalité, mais en étant fier de ma langue. Puis, je pense que c'est des groupes comme ça, engagés, qui m'ont donné le goût d'écrire en français. C'était vraiment drôle. Fun fact, là, en fait, c'est pas la chose la plus glorieuse que je vais dire par rapport à ça, mais quand l'album était sorti, la journée de sa sortie, moi j'avais vraiment trippé sur comme je disais, celui d'avant, et 24-40 aussi que j'avais écouté. Fait que j'écoutais beaucoup ces deux albums-là. Puis quand cet album-là est sorti, j'ai pas accroché sur le coup. Puis, tu sais, c'était l'époque avant Internet. Ben, non, Internet était là, mais je veux dire, avant Facebook et tout. Ouais. Puis, j'avais écrit au chanteur par courriel pour faire hey, j'ai vraiment trippé ce deux premiers albums, mais je trouve vraiment qu'il est moins punk. Puis tout ça. Puis, j'avais fait une critique, genre de. T'es un peu déçu. C'est que toi, t'étais comme la vieille bonne femme qui écrivait au CRTC, man, pour dire là, ça marche pas à 18h de passer ça à les Non, c'est ça. Mais il m'a répondu, puis fait pas d'accord. Je pense que c'est vraiment plus punk, puis tout ça. Puis, il m'avait répondu. Vous avez un échange, hein? Oui. Ah, ouais. Fait que c'était. Tu sais, j'ai trouvé ça cool de sa part. Puis finalement, c'est moi qui étais con, là. J'avais 14 ans. Je cherchais de l'attention. Pas tout le monde qui a souvenir de Caramel et Vulgaire Machin. Fait que voilà. Fait que Guillaume m'excuse. 20 ans plus tard, là, Guillaume m'excuse de ce courriel-là. Est-ce que tu as encore la même opinion qu'à l'époque? Non, c'est vraiment un album que j'adore, que je choix, qui a une place de choix dans mon cœur. Ça, c'est très drôle pour eux. C'est un beau souvenir de jeunesse, cocasse. Voilà. Fait que je poursuis sur... Là, on va essayer de le faire quand même limité, puis je dis pas ça pour toi, mais pour les auditeurs, si vous trouvez que ça va plus vite qu'à l'habitude, sûrement, parce qu'on a quand même plusieurs, puis qu'on veut remplir l'épisode, mais pas trop s'étirer. Voilà. Fait que j'enchaîne sur J. Scott, Toutes les rues sont silencieuses. Absolument. Je voulais y aller dans de l'actuel, parce que contrairement... Tu sais, J. Scott, ça fait une bonne décennie, c'est qu'il fait de la musique actuellement. Au moins 50 ans. Au moins 50 ans. Je pense que Félix Leclerc s'est inspiré de J. Scott. Il me semble qu'ils ont travaillé beaucoup ensemble. Ouais, hein? Puis Jean-Pierre Ferland et tout. Mais c'est un trio, hein? Les crooners. Jean-Pierre Ferland, Félix Leclerc, J. Scott. Oui. Donc, pour vrai, ça fait près 10 ans, je sais pas combien de temps, une décennie certain, qui fait de la musique. Par contre, je me suis pas intéressé rapidement à J. Scott. Moi, c'est cet album-là qui m'a amené à m'intéresser à son univers. Puis je suis tombé en amour carrément avec l'individu, la personne. Puis c'est quelqu'un qui est hyper polyvalent, va composer sa musique, c'est lui qui écrit ses textes, joue de la guitare, du piano, de l'ukulélé. C'est 100% lui qui fait ses trucs. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, quelqu'un de multi-instrumentiste comme ça, puis donner un produit qui est beaucoup plus mature, parce que par après, ça m'a donné envie d'aller écouter ses vieilles chansons. Puis j'ai fini par me commander l'autre vinyle avec ses plus grands succès. Ouais. Mais cet album-là, je trouve qu'il y a une grande maturité, une meilleure maîtrise, puis je trouve que c'est hyper bien ficelé. Puis on l'a vu en spectacle à l'Impérial vendredi passé, il y a carrément une semaine. Avec ma fille, ma soeur, on était première rangée. Il y a même eu une discussion avec ma fille avant la chanson Buzzé.
de boucher ses oreilles. Fait qu'ils ont eu une petite discussion devant le public. Fait que c'était intéressant, mais j'ai rarement vu un public embarqué autant dans un spectacle puis tout chanter ses chansons parce qu'on est dans un croisement entre le populaire puis le rap. Fait que tu as un feel chansonnier, mais avec des paroles et un flow rap, ça se marie hyper bien. Son décor abribus avec un vélo, la petite barrière et tout, c'est vraiment back in the days le feel de faire du skate dans le centre commercial puis de fumer un blunt en arrière du Zellers, man, puis du cinéma et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Puis cet album-là, mais c'est là que je me rends compte que J. Scott aussi est dans la trentaine, un peu comme nous. Puis les souvenirs qu'il a, je peux relate à ces souvenirs-là aussi. Puis c'est bien fait, c'est entraînant, c'est vraiment du gros bonbon. Je vous encourage à aller l'écouter puis à l'écouter ses succès précédents aussi. Mais gros shout-out, Jérémy, pour vrai, parce que cet album-là, c'est l'album qui a le plus joué dans mes oreilles en 2024. Quand le vinyle est sorti, d'après moi, je vais être dans le top 5 des plus rapides qui l'ont acheté. J'étais prêt, là. J'étais vraiment très, très prêt. Puis, toutes les rues sont silencieuses avec le grand Richard Desjardins au piano. Fait que ça, c'est vraiment une belle... Ça, c'est vraiment très cool. Ça, c'est vraiment très, très cool. Il y a eu son disque d'or au spectacle pour Mathieu Zalem avec Corias. Excellente chanson encore. Fait que toi aussi, je pense que tu l'as bien aimé. Vraiment excellent. Ça m'a pris un peu plus de temps. Mais je pense que c'est principalement parce que j'étais un peu réfractaire initialement. Contrairement un peu à toi, j'ai moins accroché sur son premier album solo. Puis encore aujourd'hui, j'aime certaines chansons. Je ne serai pas sur toutes les chansons du premier en soi. J'ai extrêmement adoré l'album de Fouki, Grignotin Deluxe, qui, by the way, aurait été dans mon top 5 probablement si j'avais pu avoir une copie du vinyle. Mais Grignotin, on va se le dire, Fouki... Qu'est-ce que t'attends? Mais tout ça pour dire qu'ils ont la chanson copilote avec J. Scott qui est vraiment, vraiment excellente. Qui m'a fait aimer J. Scott pour cette tune-là. J'ai aimé aussi, il a fait un album avec Corias qui est vraiment bon et tout, mais on dirait qu'en solo, j'avais un peu le même feeling que Snoop Dogg. Je l'aime en feat, en solo, pas tout le temps. Fait quand il est sorti, je l'ai écouté un peu rapide, j'ai fait je sais pas. Puis à un moment donné, j'ai comme, tu sais, des fois tu fais, j'étais peut-être pas dans le mood, puis là je l'ai mis, je l'ai écouté, puis je fait, là j'ai eu mes points d'ancrage, j'ai quelques chansons, je fais, ça j'aime vraiment ça. Puis l'album a commencé à rouler comme non-stop en tant que tel. Puis c'est vraiment un bon album. C'est un album où est-ce que c'est moins rap, je pense, c'est plus urbain. Ouais. Je vais dire ça comme ça. Oui. C'est un album de ville, c'est un album de pop. T'es pour fait. T'es qui file la vibe de ville, etc. Hyper rassembleur, là. C'est de la musique qui se prend pas trop sérieux dans le sens que la réalisation est bien faite. Les arrangements sont bien faits, mais ça reste quand même tout le temps un peu dans la simplicité. Dans les paroles aussi, en fait, on se veut plus en fait avoir un message qui rejoint des gens plus qu'un message de poésie et de grands vers. Je pense que J. Scott offre vraiment quelque chose qui est très très authentique avec sa personne. J'ai l'impression qu'à toutes les fois que je le vois en entrevue, le dude et sa musique, c'est la même chose. Il joue pas de game, il est accessible, il est authentique, puis c'est ce qu'il transmet à son public. Fait que tout le monde se reconnaît, puis embarque, puis apprend ses chansons facilement. Parce que ils sont écrits dans cette vision-là de proximité avec le public. Oui. Je pense que c'est vraiment... Non, c'est excellent choix, en fait. Je continuerai avec un choix de ma fille. Ma fille, elle a choisi, ça va être le petit choix surprise du podcast. Tu peux venir, Pénélope, venir nous présenter le vinyle. Je vous avais parlé, moi, de Fred, de son nouvel album. Par contre, on a un autre vinyle. Fait que voici Mademoiselle qui nous présente. C'est Astronaute, là. C'est qui, lui? C'est Fred. Puis Fred, est-ce que tu l'aimes beaucoup, toi? Oui. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on a acheté ce vinyle-là? En fait, on est allé au spectacle. Au spectacle de Fred, puis il était comme plus là sur les internets. Les internets, c'est ça? Mais il était là à la table de marchandises. Oui, fait que on l'a pris tout de suite, puis on était vraiment contents. On le cherchait, puis on a déjà l'autre. Là, on a les deux de Fred. Ceux-là, mettons, c'est quoi la chanson? Les 3 chansons que t'aimes le plus sur cet album-là. Il y a Nova. 3 accords. 3 accords.
Et à ce qui paraît, c'est la merde. Ouais. Mais c'est 3 chansons qui ont roulé beaucoup sur TikTok. Ça, je pense que c'est comme ça que tu l'as connu. C'est comme ça que plusieurs l'ont connu aussi. Fait que cet album-là, c'est un classique. Quand on l'a vu, comme tu dis, en spectacle, puis on l'a vu à la table, c'est sûr qu'on repartait avec. On l'a réservé avant même le spectacle. Ouais. Puis on l'a écouté ici, puis honnêtement, il sonne bien. Hein? Ouais, ils sont vraiment bien. Puis comment on a fait pour l'écouter? C'est quoi notre routine de vinyle quand on l'écoute? Ben, en fait, on se met dans le noir, puis on met le vinyle, puis là... Une petite doudou, on se tient la main. Ouais. Puis on écoute ça, puis ça pète bien raide. Ouais. Puis ben, on a eu bien du fun à l'écouter, mais ça, c'est le fun parce que Pénélope, elle a quelques vinyles à elle, dont Freds, les 2 de Freds, du Barbie aussi, Miley Cyrus. Yeah. Tu commences à avoir une coupe de trucs, fait que la passion se transmet de père en fille. Ouais. Fait qu'est-ce que tu recommandes cet album-là? Ouais. Puis sur 10, tu donnes un chiffre de combien? 10. 10 sur 10 pour Freds. Donc voilà, si vous n'êtes pas familier à Freds, on vous encourage à l'écouter Astronaute et Demain il fera beau, qui sont les 2 albums les plus récents de notre jeune artiste de 23 ans originaire de Longueuil. Yes. Merci Pénélope, tu peux remettre ça là-bas. Merci. On va poursuivre avec Monsieur Leloup. Monsieur Leloup. Donc, Monsieur Leloup, le connaissez-vous? C'est un artiste du Québec. Ah oui! En fait, je suis allé avec un album un petit peu moins connu de Jean Leloup. Et comme vous voyez, il s'appelle Jean Leclerc sur celui-là. Donc, petite mise en contexte, Jean Leloup sort La Vallée des Réputations. Et par la suite, sort un album qui s'appelle Exit, qui est un album live qui venait avec un film qui s'appelait La Migale. Et dans ce film-là, il mettait Jean Leloup à mort. Donc, c'était la fin de Jean Leloup. Il faisait brûler... Johnny the Wolf? Non, ça, c'est vraiment après. Okay. Fait que là, il faisait brûler sa guitare sur un radeau, puis etc. Puis il avait scénarisé sa mort, puis il disait « J'arrête la musique et tout ». Quelques années plus tard, donc, il revient avec l'album Mexico sous son vrai nom, Jean Leclerc. Et Mexico, c'est une autoproduction à 100%. Et la raison pourquoi j'ai décidé de prendre cet album-là, c'est que c'est un album qui vaut la peine d'avoir plus d'amour, d'une part. Puis j'ai trippé cet album-là parce que c'est imparfait. Parce que c'est pas... En fait, il y a 2 affaires que moi j'ai aimé là-dessus. C'est la première chose, tu peux t'autoproduire au Québec. Oui. Puis ça, c'est vraiment intéressant. 2, tu peux t'amuser à faire de l'autoproduction puis à faire de quoi qui sort de l'ordinaire, etc. Puis cet album-là, mais c'est du Jean Leloup 100%. C'est lui qui faisait ses drums avec des... Après ça, qui loupait ses drums, qui fait des gros solos de guitare, etc. C'est décalé, c'est déphasé. Mais en même temps, tout se tient en tant que tel. Puis il te pète des solos un peu vraiment à la... Non, c'est peut-être ambitionné de pas dire Hendrix, mais il y a vraiment une sonorité vraiment rock crue derrière qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Et ben Jean Leloup est dans une prose un petit peu plus proche de La Vallée des Réputations, donc avec des textes vraiment plus soignés, des textes des genres de textes qui auraient pu se retrouver en fait sur La Vallée des Réputations, mais c'est un petit bonbon, donc c'est vraiment du Jean Leloup pur. Je sais pas s'il a tout fait tout seul, mais pas mal en tant que tel, puis ça sonne le dude qui s'en va dans un studio puis qui se fait du fun, puis qui fait fuck off. C'est exactement ça. Ça respire le plaisir. L'album, on dirait que c'est lâché, lousse. Dans La Vallée des Réputations, il y a une profondeur, il y a des textes super intéressants, mais dans celui-là, tu le sens, comme tu dis, il est rentré en studio puis il a fait let's go, fiesta. Puis ça paraît. La Vallée des Réputations, ça, je l'attends impatiemment, honnêtement, en vinyle, parce que putain de bon album. Oui. Honnêtement, incroyable. Par contre, effectivement, Jean Leloup, puis je trouve ça intéressant que tu aies pris celui-là, qui est plus niché, mais on peut pas passer à côté du personnage culte au Québec de Jean Leloup. Puis c'est intéressant de voir son processus créatif. Il y a un livre que tu possèdes chez vous qui est super intéressant, qui s'en va chercher aussi dans les anecdotes, puis tout le paysage créatif. Puis je trouve ça intéressant le gars à quel point que justement l'autoproduction au Québec, c'est possible. C'est possible d'être hyper perfectionniste aussi. Et Jean Leloup, si un côté qui le caractérise, ben, c'est quelqu'un qui est très exigeant. Je vois bien que c'est difficile aujourd'hui. Oh oui. C'est quelqu'un qui te sait au produit, qui a une idée en tête, puis il sait qu'il y a une vision.
tunnel pour se rendre, mais il a prouvé à maintes reprises que sa vision est unique. Ouais. Puis que son produit est toujours d'une qualité exemplaire. Puis je trouve ça intéressant d'album en album. Il y a toujours une couleur, c'est qui unit Jean Leloup, mais c'est quelqu'un qui ne cesse de nous surprendre. Puis j'ai vraiment hâte de voir vers où il s'en va. Moi, il m'avait surpris avec L'Étrange Pays. Seulement guitare-voix, j'ai trouvé ça excellent comme album, mais on est ailleurs que Le Dôme, on est ailleurs que... Ouais, c'est juste qu'il y a une liberté solide dans cet album-là qui est vraiment plaisante à l'oreille. Il y a des chansons qui ont réussi à percer un petit peu. C'est pas l'album qui a eu le plus de singles. Il y a eu Tangerine qui a été quand même qui a roulé un peu, puis il y a la chanson Mexico aussi qui a réussi à frayer quand même son chemin un peu. C'est pas l'album de hits, c'est un album en fait pour n'importe qui a envie de triper sur une expérience particulière avec Jean. Je le recommande, il est disponible partout sur Spotify et compagnie. Fait que c'est pas un album inatteignable, c'est juste peut-être pas l'album le plus facile à trouver en physique. Mais reste que, voilà, je vous invite à aller découvrir Jean Leclerc avec son album Mexico. Absolument. Hey, avant de sortir ton autre vinyle, je t'ai fait une proposition. Je t'écoute. On le fait en 2 parties. En 2 parties? Ah ouais. On peut le faire en 2 parties. Parce que là, le monde sont comme, c'est quoi le prochain? C'est quoi le prochain? Tu le sauras pas. Too bad. Ça finit de même. Fini. On n'a plus le goût. Ben non, c'est pas vrai. Ça serait vraiment plate qu'on arrête là-dessus. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Toi, tu veux vraiment arrêter moi, là-dessus? j'arrêterais ça là. Ben, c'est ben trop court. Ben non. Ben, moi, j'ai le goût de continuer. Il en reste combien? C'est un coup, t'as interrompu ton affaire. Il en reste combien? Ben là, on a une couple, là. Encore 4-5, là. C'est ça. Correct, ça? OK. On les fait. Hey, bienvenue à Spin-moi ça, épisode 6. Épisode 6, pourquoi? Parce que Cédric, je vais arrêter de faire 2 épisodes pour laisser un peu de suspense. Donc, on est comme dans un roman de Sherlock Holmes, mais en podcast. Donc, on est bien heureux de poursuivre. Puis je vais commencer en force. Oui, c'est spécial québécois part 2. C'est juste parce que j'ai envie, moi, de faire les choses différemment. On peut le faire, ça sera un court épisode, puis le deuxième, c'est celui-là, va être aussi long que l'autre d'avant. Ça veut dire plus court qu'à l'habitude, mais avec plus de contenu qu'à l'habitude. Et je pars avec quelque chose, un coup de cœur que moi j'ai eu à l'époque, que Cédric ne partagera pas, mais ça, c'est bien. Ce qui nous fait plaisir dans la musique, c'est d'avoir parfois des divergences d'opinion. Moi, je vous présente l'excellent Darlene d'Hubert Lenoir. Hubert Lenoir, c'est son album qui est sorti en 2018, qui est hyper concept, est accompagné en fait d'un livre avec Noémie, sa blonde. Non, j'ai pas lu le livre de mon côté. Par contre, j'aimerais ça le lire. C'est une histoire d'amour, en fait, avec un citoyen, c'est montréalais, et quelqu'un, c'est qui a des idées comme suicidaires, qui est plus dans la dépression et tout. Puis c'est quelque chose qui se veut très anticonformiste puis anti-routine aussi, essayer de briser la platitude de la routine quotidienne puis de s'évader dans quelque chose de hyper pété. Puis c'est dans l'album, quand tu t'arrêtes, c'est du côté instrumental, pas juste le personnage et pas juste les clichés de gaguer son Félix ou de... c'est de faire des signes de fellation à Star Academy, des choses comme ça, ou à la voix, en fait. En tout cas, tout ça pour dire que il y a le personnage, il y a les clichés, puis ce qui a été médiatisé, mais il y a un processus créatif qui est super intéressant. Puis Hubert Lenoir, fun fact, est allé à la polyvalente ici de l'école du Mont-Saint-Anne. Il y a sa photo dans le corridor comme de gens à succès qui ont passé dans le paysage de l'école. Fait que j'ai trouvé ça coquet quand je suis allé voir le spectacle de danse de ma fille. Mais cet album-là, va dans du blues, dans du folk, dans du jazz, dans du fusion. C'est assez pété côté instrumental. Il y a une voix particulière, des textes super intéressants. Puis c'est vraiment un je m'en foutisme total qui, moi, m'a interpellé. Parce que c'est un peu un album de... Je vous ris au nez, je fais les choses à ma manière. On va reciter encore Roxane Bruno. Donc, voyez-vous, moi, cet album-là, c'est un album que j'adore de A à Z, que je trouve super intéressant, super intimiste, puis on rentre dans l'univers d'Hubert Lenoir. Ça reste mon album préféré d'Hubert à ce jour. Le deuxième, j'ai bien aimé aussi, mais celui-là, pour moi, fait partie d'un album découverte sans faute,
vraiment, vraiment percutant, coloré, puis diversifié. Fait que je pense que c'est tout à l'image du beurre. Je pense pas que tu as la même opinion. Non. Mais l'as-tu déjà écouté au complet? Non, je suis pas capable. Non? Oublie ça. Non, j'ai entendu, je l'ai survolé. J'ai survolé son deuxième aussi. D'un, je n'aime pas tant sa voix nasillarde et éreintante. Mais je respecte ce qu'il fait. C'est comme n'importe quoi. L'art, c'est subjectif. Je comprends pourquoi le monde aime. Je comprends que c'est une bête de scène puis qu'en spectacle, c'est bon. Je trouve... J'aimerais ça l'aimer, puis je pense que il y a comme tous les ingrédients de quelque chose que j'aurais pu aimer, mais qu'on dirait que la recette, la recette une fois finie, je la trouve un peu indigeste. Tu sais, je trouve pas choquant dans sa manière d'être. C'est juste que je trouve qu'il y a du controversé. Il y a du controversé politique, mettons, peu importe le personnage, mais tu sais, des personnes comme Marilyn Manson, whatever, juste au niveau de l'art, où est-ce qu'il va être controversé avec un message clair sur des enjeux politiques, sur la religion, peu importe, que je trouve intéressant, ou est-ce que c'est de la controverse cherchée, voulue, mais qui amène en fait un débat sur la place publique. T'as du controversé à la Jean Leloup, parce que c'est une personnalité extravagante, qui a des enjeux de bipolarité, qui fait en sorte que ça amène en fait un personnage drôle, complexe et sympathique. Et en fait, Jean Leloup a un capital sympathique particulier. Dans le cas du Beurre Noir, je trouve juste que c'est un côté, on dirait, où j'ai toute l'impression que c'est voulu. Quand tu volontairement cherches une controverse, mais je trouve pas qu'il y a un capital sympathique fort, ce qui fait en sorte que pour moi, il devient juste une personne un peu désagréable. Parce que il a pas l'air sympathique. Il a l'air introverti, mais il cherche la controverse, fait qu'il va provoquer de l'extravagance, que je trouve que moi, ça me rejoint pas comme type de personnalité artistique. Musicalement, c'est pas inintéressant. On va retoucher des affaires. Il va retoucher, en fait, effectivement, divers sonorités musicales intéressantes, avec un petit côté oldies, avec sa chanson Fille de personne, qui est intéressante, mais sa voix est pas une voix qui vient me chercher, en fait. Puis c'est pas... Le personnage prend trop de place sur sa musique pour que on dirait que j'adhère à sa proposition. C'est peut-être ça le côté, en fait, que... Je pense que moi, sa voix, j'aime cette sonorité-là. Je l'aime dans The Seasons, le groupe avec... The Seasons, tu vois, je trouve ça bon. Ouais, ça, je trouve ça intéressant avec son frère. Je trouve ça intéressant. Mais vois-tu, je pense que j'ai vraiment dissocié le personnage de la musique. Puis je me suis plongé dans l'album au début avec je sais pas dans quoi que je vais me diriger, puis ça va sonner comment, tout ce processus-là ensemble. Puis finalement, je me suis vraiment découvert pas une passion, mais un réel intérêt pour l'album. Puis après plusieurs écoutes, on dirait que j'ai vraiment compris l'univers, puis ça m'a beaucoup interpellé. Sauf que je pense qu'effectivement, que ça soit pour le personnage ou l'album, c'est pas accessible à tous. Moi, je vous encourage à aller l'écouter, vous en faire une tête, parce que il y a un côté art très fort là-dedans. Donc, ça sera à vous de voir est-ce que ça vous parle ou non, mais je crois que le processus créatif est super intéressant, le résultat aussi. Donc, shout-out Hubert de mon côté pour tout ça. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve aussi. Ah, absolument. Plus discret actuellement, mais j'ai hâte de voir la beauté du la Beurre suite. Noir, c'est de créer de la diversité dans le portrait musical québécois. Puis ça, je serai jamais contre. Fait que mon but, c'est pas de le rabaisser. C'est juste ça ne me parle pas. L'individu me parle pas, ça me rejoint pas. Mais néanmoins, je respecte ce qu'il a fait. Je respecte son œuvre. Puis tant mieux, il en faut des gens que j'aime pas. Dans le sens parce qu'il y a d'autres gens pour qui tous les aiment goûts, pas pour ce tous que les j'aime. couleurs. C'est correct, tu sais. Fait que c'est juste, oui, c'est ça. Fait que mais non, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé son deuxième album. C'est vraiment pas quelque chose qui me rejoint. Par contre, on va y aller avec quelque chose qui te rejoint, qui te touche même. Oui. Je suis content, en fait. Je l'ai même pas ouvert encore. Puis je sais pas si les gens vont être capables de le voir. Il y a quand même beaucoup de reflets, en fait, dans cette pochette-là. C'est Dumas, donc, qui a
édité, en fait, dernièrement pour le Record Store Day, qui est une journée où est-ce que les artistes sortent par moment des albums exclusifs qui ne sortent que pour cet événement-là. Et Dumas a sorti, en fait, son vinyle pour son album Fixer le temps. Donc, et j'ai été chanceux, j'ai une version signée, autographiée, donc c'était pas attendu. Et quand j'ai reçu mon vinyle, ben voilà, il a été autographié par Dumas lui-même, donc je suis extrêmement content. Merci Dumas. Et donc, Fixer le temps se trouve à être son 3e album en carrière. Et c'est un album que j'affectionne pour plusieurs raisons. La première des choses, Dumas est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré musicalement. Pour différentes raisons. C'est quelqu'un qui écrit bien, c'est quelqu'un qui a une belle plume. Mais c'est aussi en fait quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à sa musique au niveau des ambiances puis des textures sonores. Puis c'est quelque chose que j'aime. C'est un bon mélodiste à la base. Puis dans sa réalisation, principalement en fait à partir du 2e et Fixer le temps. Beaucoup de travail de texture, beaucoup de travail en fait de sonorité, de jouer avec avec les sons. Puis ça, en fait, c'est quelque chose que j'aime puis que j'applique à essayer de faire aussi dans ce que je fais musicalement. Et c'est un album qui est symbolique pour moi parce que, en fait, c'est sorti à peu près dans les mêmes temps que j'ai commencé à sortir avec ma blonde. Ah ouais? Donc, en novembre 2020, en 2006, en fait. Donc, cet album-là, je sais exactement la première fois que je l'ai écouté. C'est avec elle? Parce que, non. En fait, on s'est rencontrés en novembre 2006 et en décembre, j'allais dans un party de famille. Tu sais, on commençait à se fréquenter, tout ça. Et je m'en vais dans un party de famille. On est comme séparés pendant le temps des fêtes et tout. Puis à Noël, je reçois en fait Fixer le temps. Ah Puis ouais. j'ai vraiment le souvenir en fait de juste être... Tu sais, quand t'es dans un petit mood de... etc. Puis d'être dans le char en retour vers la maison. Puis je suis encore quand même jeune. C'est mes parents qui conduisent. Ben jeune. 18 ans, mais pas de permis. Parce que j'étais un petit Montréalais. Fait en arrière avec mon Discman, mes écouteurs, à écouter, Fixer le temps. Puis justement, il y a une ambiance vraie. Tu sais, avec toutes les textures, avec toutes les ambiances, le côté de c'est Noël, en amour, nouveau disque qui collait super bien. Fait que pour moi, en fait, c'est quand même un album assez symbolique de mon début de relation à l'époque. Mais vraiment, c'est un excellent album pour les gens qui pourraient connaître qu'il y a quand même plusieurs chansons qui ont été connues. Donc, Alors, qui est assez connu. Il y avait Au gré des saisons dessus aussi qui a roulé vraiment beaucoup. Donc, c'est un album qui est vraiment, vraiment beau par sa réalisation, par son écriture, puis par la diversité, en fait, de la proposition. Donc, ouais. Sachant que tu allais en parler, je l'ai survolé de mon côté, parce que contrairement à toi, j'ai pas reçu le disque à Noël, puis j'ai pas le background qui l'accompagne. Par contre, c'est un nom qui, dans le paysage québécois, est connu. Ouais. Puis que pour X raisons, je m'étais pas attardé à sa musique auparavant, mais effectivement, que c'est tout en douceur et en mélodie, cet album-là. Je trouve ça doux. Un petit côté, c'est même feel qu'un peu un Daniel Bélanger. Je trouve ça super intéressant comme proposition. Fait que c'est assurément quelque chose que je vais développer de mon côté, aller creuser un peu plus sa discographie. Parce que je pense que c'est quelque chose qui me parle. C'est des bons textes, de la bonne musique, c'est de la douceur, de la mélancolie. Puis je pense qu'en même temps, c'est tous des ingrédients qui me parlent beaucoup. Moi, de mon côté, genre de trucs... je me l'achèterais pour mon Discman pour m'endormir le soir. Je trouve que c'est ce genre d'album-là. Assurément que si je le trouve quelque part, je vais l'acheter, mais en CD pour me le taper un soir, parce que c'est quand même ce genre d'album-là que je recherche. Ouais. Le soir, avant de me coucher, là, souvent j'ai ce petit rituel-là avec des CD. Je m'essaie de transporter, puis je pense que c'est un... c'est un bon... c'est un excellent. Puis son album, il a sorti un album l'année passée qui s'appelle Cosmologie. Okay. Qui est pour moi un petit retour aux sources également en termes d'univers musical que je recommande, qui était un coup de cœur à sa sortie. Donc, si vous voulez découvrir Dumas, allez voir son ancien stock, allez voir Fixer le temps, l'album d'avant qui, m'échappe en tant que tel, mais avec la chanson Je ne sais quoi avec Marie-Annick Lépine des Cowboys. Et puis son dernier Cosmologie qui est vraiment un beau petit, une belle petite pièce artistique. C'est un exclusif du RSD qui vient tout juste de se passer le 12 avril dernier. Il en reste encore plusieurs copies. Je sais que le Noise ont reçu un restock de Dumas, un restock aussi de Jean Leloup, Les Fourmis. Yeah. Donc, il y a du beau Québécois qui est sorti
à ce RSD-là. Donc, c'est sauté sur l'occasion, les fans de Dumas, si vous ne l'avez pas encore, parce que c'est un album qui vaut la peine de posséder en vinyle. Absolument. Je poursuis avec une découverte, mais vraiment en retard pour moi. Je parle de Safia Nolin Limoilou, qui, je crois, est son album le plus connu. Le plus percutant. Du moins, moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand il est sorti, je l'ai entendu beaucoup parler. J'avais pas accroché, je m'étais pas laissé tenter à ce moment-là par l'album. L'album fête ses 10 ans, sorti en 2015, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Quand même, hein? Ouais, donc, je fais toujours des petites pré-recherches podcast, puis j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, c'est 2015 », puis j'avais pas l'impression que ça faisait aussi longtemps que ça. Honnêtement, qu'il était sorti, mais oui. Déjà 10 ans. Ça, c'est un peu la beauté du vinyle puis des sorties, parce que je me rappelle, je suis dans les sorties usagées du 33 tours. Je regarde les trucs, puis des fois, il y a des choses que j'aime découvrir, puis sont à bas prix, puis que je fais comment je vais aller survoler, voir, puis Safia Nolin, vinyle usagé, 33 tours, un vendredi soir, puis je regarde ça, puis je me dis, un lundi soir, désolé, 33 tours, lundi soir. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Les gens à la maison, c'est comme, de quoi le mardi soir? De quoi il parle? De quoi il parle, lui? Le lundi soir. Le lundi. 33 tours, vinyle usagé. Puis le vendredi soir, vinyle neuf. Ça, c'est important. On le sait, les vinyleux au Québec, on les connaît ces journées-là. On les regarde. Moi, un lundi soir, j'ai vu ce vinyle-là, que je me suis dit, c'est vrai, ça, j'en ai entendu beaucoup parler à l'époque. Je vais aller... Qui était 15$. 15, ouais. Il était 15$, je l'ai survolé, puis j'ai fait genre, mais voyons donc, ça c'est vraiment le courant. Si on parlait du mot tantôt avec un feel good, c'est une douceur, une mélodie, des paroles, puis Safia a une voix vraiment intéressante. Ses textes, j'ai découvert vraiment une belle poésie, une belle profondeur, beaucoup de chaleur, puis ça m'a touché, cet album-là, honnêtement, quand je l'ai survolé. Puis en vinyle, c'est carrément ça. C'est un album que j'ai écouté encore une fois, couché dans le noir, puis je me suis vraiment laissé transporter. Puis cet album-là, c'est tellement une douceur, c'est une douceur incroyable, mais on va loin, c'est intimiste. Puis je trouve qu'elle se partage, c'est vraiment à cœur ouvert, cet album-là, dans les propos, puis dans l'univers de Safia. Puis je sais encore, on en parlait tout à l'heure, c'est des mésas pour Uber, c'est elle aussi sur la place publique, parfois controversée, Safia, puis c'est pas l'objet du podcast, puis j'embarquais pas là-dedans. Non. Mais dans le sens, c'est concentrez-vous pas sur whatever, les histoires qui sont sorties avec d'autres personnalités, ou avec, est-ce que c'est quelqu'un qui est très féministe aussi, qui fait pour le droit, c'est tout ce qui est LGBTQ+, et tout, puis c'est correct, puis j'encourage tout ça, mais juste pour vous dire, assez dissocié, si vous n'êtes pas d'accord avec le personnage, allez quand même vous intéresser à sa musique. Parce que je trouve ça intéressant. Moi, étant fan de Marilyn Manson, je pense que c'est quelque chose aussi que j'ai fait que souvent les gens me parlaient de Manson, peut-être, son univers musical, c'est ce qui m'intéresse. Le podcast se tourne aussi vers la musique et non l'individu. Donc, je vous encourage à aller plonger dans l'univers de Safia Nolin, qui est franchement intéressant. Ouais. Je sais pas si tu as déjà écouté, toi, cet album-là, ou survolé. Non, je l'ai écouté. Safia Nolin, moi, j'ai longtemps, puis je vais le dire, en fait, sans gêne, j'ai longtemps été arrêté de par sa réputation. Ouais. Dans le sens que, puis je dis pas que j'ai été blanc comme neige non plus, à ne jamais, embarqué, en fait, là-dedans, sans être un bully, là. C'est pas le cas. Mais reste que, tu sais, dans le sens que, tu sais, à ne pas comprendre son intention derrière ses controverses, dans le sens, tu sais, des fois, de faire, c'était obvious que ça allait péter, tu sais, dans ma tête à moi, en tant que tel, puis son image a fait en sorte que ça a teinté mon envie d'écouter sa musique pendant longtemps. Puis quand elle avait sorti à l'époque, c'est tout le temps ça qui arrive aussi en même temps, c'est pas sorti dans un moment où j'avais envie d'écouter ça. Donc, quand elle est sortie, je suis passé un peu à côté de son album. Après ça, il y a tous les scandales, toutes les affaires qui sont arrivées qui ont fait en sorte que ça m'a freiné. Ça m'a freiné, en fait, à découvrir sa musique. Ouais. Après ça, elle avait fait sortir un album de cover que j'avais pas trouvé inintéressant, etc. Puis je suis tombé sur des lives d'elle qui jouent, puis j'ai jamais... Ça m'a ouvert, en fait, à sa musique. Elle a sorti un album qui s'appelle Dans le Noir, sur quelques chansons en fait sur lesquelles je fais tu vois ça c'est intéressant, etc.
Puis Limoilou est revenu en tant que tel sur des singles que j'ai commencé à écouter. Puis là, c'est sûr qu'en reparlant, je l'ai réécouté aussi. Et tout. Puis ce que j'apprécie grandement de ce qu'elle fait, c'est la simplicité. Oui. Dans les arrangements, en fait, il n'y a rien qui se prend la tête. C'est principalement guitare, voix. Ouais. Elle a une voix qui est cassée. Elle a des textes qui sont vrais. Je pense qu'elle s'expose beaucoup dans sa musique. Ouais. D'une part, en fait. Est-ce que c'est 100% dans mes goûts musicaux? Pas tout le temps. Puis il faut vraiment que ça donne, que ce soit dans un moment où j'ai envie de ça. Parce que c'est pas une musique que tu peux écouter en tout temps, bon temps. Non. J'écouterais pas ça en auto, j'écouterais pas ça en faisant ma vaisselle. On dirait que ça me demande un setting parfait Faut que tu t'arrêtes, vraiment, que tu prennes le d'être temps. arrêté, d'être dans une certaine forme de réceptivité à écouter quelque chose de très mélancolique, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui a été bullied, puis encore aujourd'hui, etc. Puis ça s'entend en fait dans les propos qu'elle met, etc. Fait qu'il faut être dans les... Moi, en fait, il faut que je sois dans les dispositions de l'écouter. Oui. Mais ça peut répondre à un moment où j'ai envie puis que je l'apprécie. Puis ça a quand même, quand Dans le Noir est sorti, j'étais un petit peu plus là-dedans. Fait que j'ai apprécié cet album-là. Limoilou aussi. Limoilou, que je pense qu'avec du recul, est encore peut-être celui que je trouve le plus intéressant. Absolument. Sans dire que les autres ne le sont pas, mais tout simplement en fait parce qu'il y a une vérité dans cet album-là. Puis je pense une sincérité absolue qui, comme tu dis, on a accès à elle complètement, puis elle se dévoile beaucoup dans sa musique, puis principalement dans Limoilou, je pense qu'elle le fait avec brio. Là. Voilà. Fait que voilà. C'est un bel album, c'est un bel opus. On poursuit encore dans de l'intimité et des belles mélodies. Absolument. Un artiste que j'ai toujours aimé. Je pense pas faire des grandes vagues chez vous. Je pense qu'il est assez unanime de façon générale. Ah oui. Donc, Daniel Bélanger. Je suis allé avec l'album L'échec du matériel. Daniel Bélanger, en fait, est un artiste que j'ai toujours aimé pour sa prose. C'est quelqu'un qui a une prose d'enfer. C'est quelqu'un, en fait, qui a un... Puis principalement, je trouve que c'est un artiste qui a vraiment atteint une maturité d'album en album sur plusieurs aspects. Et en fait, avec Rêver mieux, qui est l'album d'avant, etc. Donc, il y a eu une augmentation au niveau des textures, encore une fois, au niveau des mélodies, au niveau des arrangements, au niveau des réalisations, qui était vraiment sublime. Et en fait, cet album-là revient vraiment dans une sorte de simplicité. Où est-ce que, en fait, dans les arrangements, on n'est pas dans de la grosse texture à la Rêver mieux. On est dans la guitare, on est dans la voix, on est dans l'intimité. Et en fait, il parle beaucoup de sujets justement de simplicité. L'échec du matériel est quand même un très bon titre pour l'album, là, en fait. Et c'est un album qui se veut beaucoup moins populaire. Puis je pense que Daniel Bélanger a eu un tournant où est-ce qu'on dirait qu'il a voulu casser. Puis c'est peut-être de façon intentionnelle, puis c'est peut-être mon interprétation, mais son côté de pop. Ouais. De génie du pop là, avec ses premiers albums et tout. Puis là, il est allé dans quelque chose qui est pas radiophonique, mais qui reste quand même mélodieux et tout, mais il n'y a aucune chanson tant que ça qui peut rouler à c'est quoi en boucle. Avec des paroles qui sont peut-être plus proches de ses convictions ou ce qui s'expose un peu plus en fait dans ses réflexions. Puis c'est vraiment un bel album qui est paru là, puis qui est venu teinter tout le reste, je trouve, de sa carrière, où est-ce que il est revenu dans des eaux pop, mais tout le temps en ayant un côté d'une liberté de création qui est intéressante. Il s'est permis des albums comme Deflabox, qui est complètement déjanté. Il s'est permis, en fait, plein de liberté. Puis je trouve que cet album-là reflète vraiment un début d'un parcours. Ce que Daniel Bélanger se permet d'être libre, d'être libre dans sa création, puis d'offrir, en fait, sa vision artistique et non sa vision radiophonique. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'avais vu en spectacle pour cette tournée-là. Ce qui était vraiment drôle à un certain moment, c'est qu'en plein milieu du show, à un moment donné, il y a une grosse panne de courant. Tout s'est éteint. Il y a eu un silence. Puis, puis en fait, son réflexe a juste été fait. Voilà, c'est l'échec du matériel. Puis c'était comme juste parfait. Puis il a continué à jouer un peu de version super organique. Fait que tout le monde est silencieux. On a eu les trucs qui sont revenus, puis c'était correct. Wow. Ça a juste été un beau moment en tant que tel pour cet album-là. Fait que bref,
Ouais, fait que non, l'échec du matériel, ça aussi c'est un album super intimiste. Mettez-vous un casque, le soir, il fait noir. Le soir, il fait soir. Il fait soir, le noir, il fait noir. Fait que non, mais le soir, tu sais, une petite écoute tranquille, c'est vraiment un bel album. Ben, je pourrais pas rebondir sur cet album-là que je n'ai malheureusement jamais écouté. Par contre, assurément que Daniel Bélanger dans le paysage québécois est une personne culte. Par contre, je vais rebondir avec mon choix à moi. Ah ben! Parce qu'il y a un lien? Parce qu'il y a un lien très fort. Parce que j'ai choisi, moi, Fanny Bloom, Rêve encore. Vraiment, j'ai de la misère à le montrer à la caméra. Puis... Croyez-le pas, mesdames et messieurs, c'est un album concept de reprise de Fanny Bloom pour les 20 ans de Rêver mieux. Eh oui. Donc, album hyper intéressant où ce que Fanny s'est vraiment enfermée, comme elle l'a décrit en entrevue, pour le piano-voix, pour vraiment s'approprier les chansons, puis comme ça les comprenait, puis qu'elle les avait composées pour rendre hommage à un compositeur qui... l'a beaucoup touché, accompagné, puis qui l'a grandement influencé, sont de leur côté chez Audiogramme tous les deux. Donc, je trouvais une belle façon de remercier un artiste qui a eu une empreinte musicale énorme, un grand poète, grand musicien. Donc, cet album-là s'écoute encore une fois. Je pense que tout ce qu'on a quasiment partagé s'écoute en prenant le temps dans des moments. Fais pas la vaisselle puis écoute pas ça. Parce que ça serait ne pas lui rendre hommage, dans le sens que c'est belle fun de faire la vaisselle, fais-la, là, mais écoute autre chose, ça, prends le temps de l'écouter parce que c'est une belle intimité. C'est un moment où on dirait qu'il y a juste Fanny Bloom et toi dans une pièce avec un piano-voix qui t'amène dans son univers puis dans son intimité. Puis ça rend un hommage absolu à Daniel Bélanger, c'est qui le fait... avec brio, c'est nous accompagner et nous plonger dans un univers particulier. Cet album-là, je le trouve intéressant, où ce que Fanny nous a emmené, parce qu'on s'en va chercher des classiques. C'est comme dans un Spoutnik, qui est déjà une chanson qui est hyper intéressante, mais le côté piano-voix avec la voix de Fanny, ça nous amène dans un univers différent de Daniel Bélanger. Puis elle a bien réussi à mettre sa sauce à elle en respectant l'œuvre de M. Bélanger. Fait que c'est shout-out Fanny pour ça. Puis merci bien sûr à Daniel parce que sans lui, on n'aurait pas un album de reprise du piano-voix de Fanny Bloom. Puis je crois que on a souligné des grands artistes, on a parlé de Jean Leloup, on a parlé de Daniel Bélanger, mais pour moi, c'est des icônes dans le paysage québécois qui se doivent d'être entendus. Si tu n'as jamais écouté Daniel Bélanger, vas-y. Ben là, t'as besoin. T'as besoin de l'écouter. C'est hyper important pour ta culture musicale. Mais oui, c'est un stand-up intéressant. Je te l'accorde. Là, c'est intéressant. J'ai un peu tout le temps la même difficulté à écouter des albums de cover parce que j'ai tendance à trop comparer. Fait que puis surtout que c'est un album qui est tellement fort pour moi puis qui a tellement marqué ma jeunesse et tout. On dirait que j'ai de la misère à ne pas à l'écouter comme étant une œuvre unique en soi. Néanmoins, elle a fait une réinterprétation vraiment adaptée à elle. Fait que ça, je respecte beaucoup ça. C'est pas une reprise un pour un des chansons, donc elle les a vraiment remaniées, elle les a appropriées. Puis ça, c'est probablement le plus dur dans un cover, c'est que ça file comme étant une chanson de toi. Puis je pense que ça, c'est quand même pari réussi dans son cas. Fait que non, je suis d'accord, c'est un bel album. J'ai eu du plaisir à l'écouter. C'est pas que j'ai pas de plaisir, mais on dirait que après ça, j'ai eu le goût de réécouter Rêver mieux. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que c'est une voix féminine versus la voix masculine de Daniel Bélanger. Déjà là, c'est une interprétation qui est différente parce qu'elle est appropriée. Comme tu dis, c'est vraiment intéressant. Moi, plus je suis pas un fan de cover. Souvent, on a parlé de Ghost dans le podcast, c'est qu'on fait des covers. Rendu là, je suis comme, ok, c'est intéressant, mais je préfère quand même les originaux. C'est souvent, je vais avoir le goût plus d'aller réécouter l'original que de me laisser tenter par la proposition de l'artiste. Mais dans son cas, à elle, je trouve que, comme tu dis, elle a vraiment réussi à mettre sa propre couleur. Puis ça, c'est très difficile parce que souvent, c'est... on va tomber dans du copier-coller. J'ai pas le bon setup
pour l'avoir apprécié autant que toi, parce que je pense que c'est le genre d'album qui est le fun à avoir en vinyle. Pour dire le soir, tu places ton vinyle, puis là, tu te prêtes à l'expérience. Carrément. Là, j'ai eu plus un. Je vais avouer que je l'ai pas écouté dans les meilleures dispositions, dans le sens où je l'ai écouté en marchant vers le travail, sur Spotify. Je l'ai, comme. Des moments où je suis pas forcément. Excusez. Dans le bon setup pour. Ouais. Ben, c'est carrément ça. C'est un album de tu te couches le soir avec ton Discman, ou peu importe le médium ou vinyle. Mais oui, je t'encourage à le réécouter dans les meilleures dispositions. Puis on termine en force l'épisode du jour avec un autre groupe qui a marqué. Je pense que même québécois. si les gens voient juste Lando, ils savent déjà c'est quoi. Ah oui, c'est culte. C'est un album de mon adolescence. Cowboy Fringant, Break Syndical. C'est l'album qui a mis les Cowboys Fringants sur la map, littéralement en fait. C'est l'album qui m'a fait... C'est presque l'album qui m'a fait découvrir les Cowboys Fringants. T'avais un gilet comme ça à l'époque, hein? J'avais ce gilet-là que je portais vraiment souvent. Tu décrire aux gens comment tu t'habilles, mettons, un code vestimentaire de Cédric, là, mettons... c'est pas avec ce gilet-là que t'avais des culottes aussi, pis t'étais un truc de Slipknot à Musique Plus, c'est ça, hein? J'avais été à Plus sur commande. Mais c'était pas Plus sur commande, mais à Musique Plus, à un moment donné, il y avait Slipknot qui venait en entrevue. Puis j'avais gagné une place avec un autre ami pour aller assister à l'entrevue et tout. Fait que t'as juste des poils habillés en noir avec les cheveux longs, etc. Puis moi, en plein milieu, genre... Très visible. Très visible. J'ai des pantalons carottés rouges et bleus, tu sais, des pantalons du X2O. Ouais. Avec mon chandail vert pétant, puis des bretelles. Wow. Fait que je flashais, je détonnais, en fait, du lot. Mais non, n'importe qui avec qui je suis allé au secondaire doit se rappeler de moi, en fait, avec un de mes deux chandails Break Syndical. Jean Héroldi, t'aurais pas aimé, toi, là. T'aurais pas eu une contravention non, moi, j'avais le petit t-shirt tout vert Break Syndical, puis j'avais aussi le baseball, là, qui est trois quarts, qui était blanc et vert de Break Syndical. Je tripais vraiment beaucoup sur cet album-là. J'avais découvert les Cowboys Fringants par des chansons sur Napster. Ah oui. Ou genre LimeWire, en fait. LimeWire. Mais de Motel Capri. Fait que j'avais comme une couple de chansons, en fait, de l'époque, puis j'aimais ça comme musique. Puis quand l'album est arrivé, ben je l'ai acheté comme beaucoup de gens. J'ai trippé là-dessus. C'était à peu près les mêmes années. Peut-être à tard, là, mais je l'associe à peu près en même temps que Aimer le mal de Vigueur Machin. Fait que tu sais, je suis en plein dans mon adolescence. C'est deux albums qui sont plus contestataires, qui parlent de politique, qui parlent d'histoire, etc. C'est deux albums qui m'ont marqué à peu près dans les mêmes années en soi. Mais les Cowboys Fringants avaient un côté plus festif, beaucoup moins punk. Je les ai vus en show. C'est la fois où j'ai eu le plus gros bleu de ma vie dans un show. Bleu? Oui. T'as-tu déjà été dans un show des Cowboys? Moi, je pète encore dans un show des Cowboys. Quasiment. Ah ouais? Les Cowboys, c'était vraiment punk comme show. Ouais, oui. À l'époque, tu sais, c'était vraiment... Il y a toujours eu un côté revendicateur aussi, puis un côté plus punk, puis le crowd bougeait énormément. Mais les crowds bougeaient. T'avais Carl, tu sais, qui, un moment donné, il faisait un stunt, puis il empilait genre une quinzaine de chaises. Puis là, il montait en haut. Oui. Puis genre, il kickait ou je sais pas trop quoi, fait qu'il se pétait à gueule à terre. Puis tu sais, comme, il y avait vraiment un côté funny. Un spectacle. Puis la première fois que je les ai vus en show, c'était au Cabaret Théâtre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis le stage avait un petit rebord. Puis, tu sais, qui arrivait à peu près à la hauteur là, des hanches. Puis j'étais vraiment sur le bord du stage. Fait que je me faisais ramasser solide. Fait que tout le long du show, je me faisais taper genre l'os du bassin contre le stage. Tu peux avoir un paupière bleu à la fin. Là. Fait que, voilà, je m'étais ramassé avec un bon bleu. Ah ouais. Mais vraiment, cet album-là, c'est un album culte. C'est au même titre qu'un Dehors Novembre des Colocs. C'est un album culte du paysage québécois. C'est des chansons que vous connaissez. Tune d'automne, En Berne. Excusez. L'hiver approche. C'est un album de Greatest Hits. Heavy Metal, c'est un Greatest Hits en soi. C'est un album qui jumelle très très bien, comme je disais, l'histoire du Québec, qui parle de politique, qui parle de revendications, qui parle de famille, qui parle de la culture québécoise. C'est un album emblématique pour n'importe qui s'intéresse. T'es pas québécois, tu sais pas c'est quoi le Québec, t'habites en France, t'habites n'importe où. Écoute Break Syndical, puis c'est un cours 101 sur le Québec.
Oui, absolument. C'est difficile de dire plus que tout ce que tu as déjà dit. C'est les Cowboys sont déjà connus par tous. Il n'y aurait pas eu les Cowboys sans les colocs, mais il n'y aurait pas eu tellement de groupes sans les Cowboys. Ouais. Je pense que c'est un peu notre hommage aussi à Carl, c'est qu'il nous a quittés trop tôt avec un choc sur le Québec entier. D'ailleurs, le dernier album, Pop Royal, avec la fin du show, une chanson qui m'a donné les larmes aux yeux, honnêtement, puis qui est hyper intimiste, mais je crois qu'au même titre que Dédé Fortin, Carl a été une icône que le Québec, qui a marqué le Québec, qui l'a marqué dans le passé, qui le marque actuellement, puis qui va le marquer pour les années futures. Puis on espère que, comme Carl, l'épisode vous aura marqué par les découvertes, les propositions qu'on vous a partagées. Je crois que la deuxième partie est beaucoup dans une vision intimiste puis prendre le temps. Puis je pense que c'est un peu mon conseil aussi dans tous les styles de musique, tout dépendant, c'est prenez le temps de découvrir l'artiste parce que derrière chaque album, il y a un processus créatif qui est intéressant. Puis souvent, dans les survols Spotify, on prend plus le temps de s'attarder. Puis c'est important de le faire parce qu'il y a vraiment une profondeur derrière chaque album, derrière chaque produit qu'un artiste vous concocte qui doit être écouté de fond en comble pour être bien compris et non pas seulement survolé. Et parlant d'albums, pour finir là-dessus aussi, Petit Roi. Oui. Nous avons sorti un album live à la Casa del Popolo. Casa del Popolo. Album intimiste encore une fois, mais différent, dans lequel on a accès à nos interactions de spectacle qui montrent un peu l'énergie que moi et Cédric on partage sur une scène puis avec la foule. On a voulu faire de quoi de vraiment honnête. Fait que le show est 100% intégral. Du début à la fin, l'ensemble des interactions, on n'a absolument rien coupé de ce show-là. C'était une super soirée. Le monde était vraiment le fun. Oui. Fait que puis c'est Thomas Simon Salière qui a travaillé en fait pour l'enregistrement en fait puis la post-prod. Grâce à lui qu'on a l'audio de ce spectacle-là. Puis c'est vraiment super apprécié. Merci Thomas. Et surveillez nos réseaux parce que ça se pourrait bien qu'on revienne à Montréal au courant de l'année. Oh oui! Donc, merci d'avoir été là. On se dit à la prochaine. Et en attendant, spinez-moi ça, ces vinyles-là. Peace out!